Bonjour Amandine, Bonjour Jeanne. et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir parler de tes projets sur ma chaîne. Avec plaisir. Donc si on se voit aujourd'hui, c'est pour parler de tes projets. Alors moi je te suis depuis assez longtemps sur les réseaux et il y a toujours énormément de créativité qui se dégage de tout ce que tu proposes. C'est juste différent. On sent que tu cherches à atteindre de nouvelles limites, tu cherches de nouveaux sons, tu utilises différents outils, notamment le looper, mais également ta voix, l'improvisation. Donc c'est tout un monde, tout un écosystème que tu t'es créé. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que tu nous en parles aujourd'hui. Merci pour ton invitation, vraiment. Alors moi, c'est vrai qu'en fait, depuis plusieurs années maintenant, j'ai vraiment ressenti la nécessité, en sortant du CNSM et dans les années qui ont suivi en fait la fin de ma formation, j'ai ressenti au fil des années la nécessité de réinventer un petit peu la manière dont je voulais faire ce métier de musicienne. Il y a quelque chose un petit peu qui m'a manqué, je pense, pendant mes études, qui sont quand même des études vraiment de spécialisation. Il y a une porte d'entrée qui m'a beaucoup manqué, c'est celle de la créativité, de l'invention, que j'ai pu commencer à développer en étant prof, en fait, déjà, avec mes élèves d'abord au Conservatoire de Châlons, aujourd'hui au Conservatoire de Gennevilliers. Je pense que la pédagogie a été une première porte d'entrée dans cette relation avec l'invention, la créativité. Et puis, en fait, très vite, j'ai eu envie aussi dans ma vie artistique, qu'elle soit nourrie de plus de singularité, je pense. Et de trouver la façon dont moi j'avais envie de dire les choses, ce que j'avais envie d'exprimer en fait avec mon violoncelle. Voilà, qui n'était pas forcément... j'ai une relation au répertoire, le répertoire pour violoncelle, pour musique de chambre, orchestre, tout ça, ça a été une relation extrêmement formatrice, évidemment. Et puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une espèce de socle pour moi, vraiment indéfectible, vraiment une fondation extrêmement importante. Mais en fait, moi, j'ai quelque chose qui se passe. En fait, moi, quand j'entends un interprète ou une interprète admirable jouer, je ne sais pas, par exemple, si j'entends Jean-Guyen Queyras jouer le concerto d'Aïdon Henry majeur, en fait, j'ai plus besoin de le jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc comme ça où j'ai pas la nécessité. En fait, et ça, je m'en suis rendu compte, je pense, je crois que je le savais un peu au fond de moi, mais j'ai pas la nécessité d'aller défendre ce répertoire sur scène quand j'entends la façon admirable dont il a déjà été enregistré, dont il sera toujours enregistré, parce qu'il y a des gens qui vont toujours le faire. Mais c'est vrai que c'est comme si il y a un endroit de moi où c'est peut-être pas l'endroit où j'ai envie d'être, en fait, d'aller défendre ce répertoire. Et en même temps, toutes mes études sont un peu faites pour ça. Je veux dire, tout le parcours que j'ai fait avec mon violoncelle, c'est un parcours extrêmement classique pour aller défendre, défendre. Je ne sais pas s'il y a besoin de le défendre, mais pour aller interpréter, proposer une vision d'œuvre centenaire. Et je crois qu'en fait, j'avais une espèce de sentiment presque d'illégitimité, de me dire attends, mais machin l'a déjà fait, c'est formidable, pourquoi moi j'irais en fait ? Il y a quelque chose comme ça, à l'intérieur de moi. Et donc je me suis dit, en même temps j'adore le violoncelle, en même temps j'adore la musique, en même temps je suis musicienne, quoi. J'ai envie de faire ce métier. Donc, et je pense que ça a commencé avec Bach à la loupe. En fait, moi, les suites de Bach, elles m'accompagnent. Alors, évidemment, je pense que tous les violoncellistes disent la même chose, évidemment. C'est une partition socle, une partition fondatrice. Elle m'accompagne depuis très longtemps. Et bien sûr, j'ai très envie de les jouer. Et j'adore les travailler. Et à chaque fois que je les retravaille, je découvre de nouveaux angles pour essayer de comprendre cette partition. Et du coup, je me suis dit, pourquoi moi, j'irais les jouer, ces suites de Bach, plus qu'un autre ou une autre. Et en fait, du coup, c'est là que j'ai associé la pédale de looper à mon travail. Parce que là, pardon de te couper, avant que tu continues, il faut quand même préciser que tu as quand même une éducation super solide, CNSM, tu aurais pu très bien tenter des concours d'orchestre. Je l'ai fait. Tu l'as fait. Mais alors vraiment, ça n'a jamais marché. D'accord. Non, je pense qu'il y a quelque chose au fond de moi qui résiste. Il y a un endroit mais même au CNSM, il y a une résistance à l'intérieur de moi
J'ai été hyper bien formée, c'est clair, et je suis très heureuse de la formation que j'ai reçue, vraiment. Je suis rentrée dans la classe de Roland Pitevaux au CNSM de Paris, c'était des années géniales parce que c'est pareil, il m'a légué quelque chose du son, de la logique de l'instrument, enfin la logique, c'est pas très poétique comme façon de dire, mais il y a quelque chose de... Enfin, je veux dire, je suis très reconnaissante de la formation que j'ai reçue, vraiment. Mais je pense qu'à l'intérieur de moi, il y avait une singularité qui n'arrivait pas à trouver l'endroit pour s'exprimer. Et alors après, je ne sais pas pour dire forcément que le CNSM est une école de l'uniformisation, parce que je ne pense pas du tout. Mais moi, j'avais l'impression que c'était peut-être pas l'endroit où j'allais faire... c'était pas forcément le milieu où j'allais faire ma place. Il y a aussi quelque chose, moi, qui me nourrit depuis toujours, c'est quand même travailler avec d'autres artistes que des musiciens. Je travaille beaucoup avec des comédiens, des comédiennes. J'ai travaillé avec des danseurs, des danseuses. Enfin, donc j'ai un... Et puis j'adore les mots aussi. Donc en fait, il y a plusieurs axes comme ça, plusieurs portes d'entrée pour aller jusqu'à la scène que j'ai pas trouvé sur mon parcours de violoncelliste. Et en même temps, quelle chance de savoir me servir de mon violoncelle, en fait. Parce que c'est un... Enfin, franchement, je pense que j'ai mis du temps, d'ailleurs, à accepter qu'il fallait d'abord bien faire sonner son violoncelle avant de dire une cascade de trucs avec. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui bouillonnait, et presque ça m'intéressait moins de savoir tirer l'archet droit que de transmettre une émotion incroyable. Mais en fait, en vrai, tant qu'on ne sait pas tirer l'archet droit, c'est plus compliqué, quoi. J'ai mis du temps à accepter la mathématique de l'instrument, en fait. Et puis finalement, cette singularité, j'arrive sans doute à l'exprimer aujourd'hui sans que ce soit contre autre chose. Oui. Au contraire, je pense que je suis très heureuse d'avoir finalement traversé toutes ces études et d'en être ressortie avec le meilleur. Donc c'est avec le looper que tu as commencé, en fait. Disons qu'en fait, je me suis dit, ok, alors là, je suis avec les suites de Bach. Franchement, Amandine Robillard et les suites de Bach, très bien, oui, ok, mais en fait, c'est pareil. J'écoute le disque, pardon, je vais encore parler de Jean Genqueras, mais bon, Jean Genqueras et les suites de Bach, c'est bon, après ça, franchement, c'est bon, c'est fait. Enfin, tiens, alors moi, je suis prof, comment j'expliquerais l'harmonie à mes élèves? Et là, tout d'un coup, je me suis dit, j'ai cette pédale de looper qui traînait déjà un peu chez moi, parce que j'aime bien essayer des trucs et tout ça. Et je me suis dit, là, par contre, il y a un outil d'abord que j'ai pensé comme un outil pédagogique. En fait, je me suis dit, alors là, il y a la possibilité, en fait, de réécrire, alors par exemple, toute la première suite, qui est, je pense, pas la plus complexe, harmoniquement. Je me suis dit, et puis qui est la plus connue aussi. Donc, ça pouvait faire une porte d'entrée intéressante. Et donc, je me suis retrouvée à simplifier finalement toute cette première suite, juste à réécrire les accords de base, à remettre finalement la partition à la verticale. Et puis du coup, ces accords-là, je pouvais les empiler avec mon looper. On peut empiler plusieurs voix et donc faire sonner la partition, comme un pianiste en fait, qui pose les accords sur son clavier. Tout d'un coup, je me retrouvais à avoir la même possibilité avec mon looper, ce qui est très jouissif. Ouais. Tu peux bien nous expliquer comment ça fonctionne un looper? Tu as une table avec des pédales, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, donc, je m'en sers avec mon pied. J'ai une pédale qui va lancer l'enregistrement. Ensuite, j'ai une pédale stop qui va stopper l'enregistrement. Et puis après, avec la troisième pédale, je peux effacer, enlever la dernière piste que je viens d'enregistrer. Je peux aussi pré-enregistrer. Donc en fait, je peux lancer un enregistrement que j'ai enregistré avant d'être sur scène. Auquel je vais ajouter peut-être au moment de la scène, que je vais ajouter des voix. Et puis sur mon looper, j'ai 3 phrases, c'est-à-dire qu'en fait, je peux aussi passer d'un empilement à un autre empilement. Et on est d'accord que c'est toujours ton son de violoncelle, il n'y a pas d'ampli, il n'y a pas de... Alors mon son de violoncelle, il passe quand même par un... Du coup, j'utilise un micro DPA qui rentre dans le looper, et le looper, il sort dans des enceintes. Okay. Voilà. Donc ça pourrait être aussi un ampli que je pose sur scène, ça dépend aussi des salles dans lesquelles je vais jouer, etc. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir un beau système de diffusion. Le mieux encore, ce serait d'avoir un ingénieur du son. Mais je suis très contente parce que j'arrive à me servir de mon looper toute seule. Bien. Et pour une musicienne de formation classique, c'est
pas mal du tout. Donc voilà. Mais donc il y a eu Slooper, qui reste un moyen. Mais oui, donc j'empile. Excuse-moi, tu voulais me poser une question? J'allais dire qu'il reste un moyen. Ouais. Donc c'est très bien que tu l'as dit. En fait, voilà, par exemple, la sarabande de la première suite de Bach, je l'ai réécrite pour 3 violoncelles. Et donc, je fais sonner d'abord la ligne de basse. En fait, ce qui est génial avec la musique de Bach, en plus, c'est que tu fais sonner que la ligne de basse, et déjà, tu dis, mais qu'est-ce que c'est beau, alors qu'il n'y a même pas l'harmonie. Mais bon, c'est une musique qui est complètement à part. Donc tu réécris la ligne de basse, donc c'est pas forcément des notes qui sont écrites. Non, parce que je remets tout à l'accord. Ouais, c'est pas forcément ce qui est écrit. Ceci dit, dans la sarabande, c'est plutôt ce qui est écrit. Ensuite, la voix intermédiaire et puis la voix du haut. Et par-dessus, du coup, si tu joues la mélodie qui est écrite par Bach, en enlevant les accords, en fait, c'est que de l'ornementation, quoi. Donc ce qui est chouette aussi, et puis je parle de mes élèves, mais en fait moi ça m'a fait beaucoup progresser aussi, parce que du coup tu donnes à la note la fonction qu'elle a, c'est-à-dire cette note elle fait partie de l'accord, ok, elle est importante, mais pour aller de cet accord à un autre, toutes les notes là, bon, c'est une guirlande en fait, c'est de l'ornement, donc on n'a peut-être pas obligé de les jouer de la même façon. Enfin, ça m'a donné à la fois une grande compréhension, une meilleure compréhension de la partition, et puis aussi une grande liberté d'interprétation, je pense. Enfin, une meilleure liberté d'interprétation. Et voilà. Donc, et puis, en fait, moi, ce que je trouve, ce qui m'a fascinée dans cette exploration un peu différente, c'est de voir que, en fait, juste la suite d'accords est incroyable. Enfin, en fait, il y a une pensée, il y a une architecture. Enfin, c'est vraiment des textes de référence. Enfin, et alors, moi, je trouve que c'est... En fait, moi, je pense que ma joie, elle est d'arriver à la partager au moyen de cette pédale aussi, parce qu'en fait, il y a aussi un petit côté, je pense, dans la pédale de Looper, même si elle est assez vintage, en fait, la mienne, mais il y a un petit côté... réactualisons la musique de Bach. La musique de Bach n'a pas du tout besoin d'être réactualisée, hein, entendons-nous bien, mais c'est une façon, je pense, de créer un lien aussi avec des gens qui écouteraient, ou c'est une porte d'entrée. Ah oui, parce que du coup, on entend d'abord la basse seule, après la basse avec la voix du milieu, et après les 3 voix. Donc voilà. C'est pas juste une réécriture, c'est tu en mets fait, en avant... Oui, dans Bach à la loupe, dans ce projet-là, dans ce spectacle, en fait, c'est comme une petite mini-conférence, si tu veux, que je fais juste avant de jouer telle quelle la première suite. Donc du coup, effectivement, je le fais de façon assez didactique. Je le dis même, alors là, vous allez d'abord entendre la basse. Voilà. Et c'est vrai que les gens, je l'ai joué plusieurs fois ce spectacle, et je crois que les gens, ils sont contents. Il y a quelque chose de... Mais bon, c'est toujours le cas, je pense, quand on prend le temps de... Enfin, en fait, on est toujours content de parler avec les gens et d'entendre des explications et d'avoir un peu plus de clés pour entrer dans une partition. En tout cas, je me sentais légitime d'aller jouer sur scène ce répertoire. Bon, comme je te disais, moi, j'aime beaucoup travailler avec d'autres artistes. Et... Après Bach à la loupe, en fait, j'ai une amie, Héloïse Lusati, qui travaille beaucoup sur la question des compositrices, avec son label La Boîte à Pépites, et qui me dit tiens, cette partition, Garbeau la solitaire, elle n'a jamais été enregistrée. Elle a été écrite dans les années 90 par Adrienne Claustre, donc une élève de Messiaen, prix de la Villa Médicis à Rome. Plus ou moins inconnue au bataillon. Et elle a écrit, en fait, Garbeau la solitaire, qui fait partie d'un triptyque avec Camille Claudel et Virginia Woolf. Et là, déjà, moi, il y a une porte d'entrée que je trouve géniale, c'est, tiens, une compositrice qui s'intéresse à différents arts, bon, à des femmes en plus, évidemment. Ça, c'est évidemment quelque chose qui m'interpelle. Mais au-delà de ça, Virginia Woolf, géniale, écrivaine, Camille Claudel, voilà, et Greta Garbo, pour la pièce qui est de violoncelle, la pièce en question. Voilà. Et dans cette pièce, il y a aussi une récitante qui doit parler
en même temps que la violoncelliste joue. Et en fait, je me suis dit, je vais faire les deux. Je vais être récitante, voilà. Donc, ce qui m'a donné l'occasion unique, jusque-là pour moi en tout cas, de rire en jouant. Mais d'éclater de rire, tout en jouant plein d'envolées en pides, etc. Magnifique ça, d'apprendre à... Enfin, magnifique. Long chemin, mais apprendre à éclater de rire en jouant, ça, je crois que j'en avais envie depuis longtemps en fait. Mais là, j'avais le droit de le faire. Donc ça, par exemple, cette approche-là aussi très théâtrale du coup, du jeu. Alors c'est marrant parce que Roland Pidou, avec qui j'ai fait mes études au CNSM de Paris, avait tout à fait flairé, je pense, cette aspérité chez moi, un peu d'avoir besoin de se saisir des choses avec une forme de théâtralité. Je me rappelle qu'il m'avait fait travailler la sonate de Poulenc en me disant « ça devrait bien t'aller, il y a beaucoup de personnages dans cette partition », enfin voilà. Bon, alors voilà, je me suis saisie de Garbo la solitaire en me disant tiens, voilà l'occasion de faire du théâtre. Et puis en même temps, cette partition, elle m'a semblé tellement âpre, rugueuse, jamais enregistrée. Donc j'avais aucun... Ça, c'était génial d'ailleurs. Aucun enregistrement dans les oreilles de la partition. Le truc était indéchiffrable en plus au début. Et du coup, ça réglait peut-être aussi un peu ce truc de me dire personne ne l'a fait, donc j'ai le droit de le faire. Tu sais, par rapport à tout notre répertoire qui nous entoure et qui est enregistré, et voilà. Bon. Et puis, j'ai fait appel à une dessinatrice pour compléter ce projet. Je me suis dit, pour entrer dans cette partition, alors, pour les suites de bac, je me disais, le looper va suffire. Là, je me suis dit peut-être qu'il en faudra un peu plus, parce que la partition, elle est à la fois très... Enfin, elle explore le violoncelle de mille manières, mais ça reste assez sombre, c'est un peu difficile, ça parle de la solitude d'une femme, ça parle pas particulièrement de Greta Garbo, l'actrice, en fait, ça parle de sa fin de vie. C'était sombre, quoi. Et je me suis dit, moi je travaille avec Manon Rudan, qui est une réalisatrice, dessinatrice, monteuse, qui a 1000 talents. Et donc je l'ai appelée, je lui ai dit, c'était pendant le confinement, et elle m'avait dit quelques semaines avant, je vais peut-être me mettre au dessin animé. Je lui ai dit, attends, j'ai une occasion pour toi, tu vas te mettre au dessin animé, tu vas nous faire un dessin animé sur Garbo. Donc j'ai commencé à lui enregistrer des extraits de la partition chez moi. Bon, je faisais ce que je pouvais, parce que le déchiffrage était très long. Et je lui envoyais des extraits comme ça. Et puis elle me disait « Ah, mais j'adore !» Et donc on a commencé à construire le projet comme ça. Elle faisait des peintures à l'encre. Elle attendait que ça sèche. Et ensuite, elle les scannait. Et puis après, elle les animait avec son logiciel à partir de peintures et tout. Donc il y avait tout un procédé hyper très artisanal. Et puis bon, c'est une fille qui a une grande poésie. Bon, on a des sensibilités qui marchent vraiment bien ensemble. Et donc, on commence comme ça. Et puis finalement, notre projet a été financé. Alors du coup, l'encre, on n'a plus du tout eu le temps d'attendre que les dessins de Manon sèchent. Donc c'est parti totalement sur un travail sur ordinateur où en fait, aujourd'hui, en plus avec les moyens qu'on a, on peut imiter complètement les techniques d'encre, de peinture à l'huile, etc. Donc elle a fini le projet entièrement sur ordinateur, mais toute seule, quoi. Elle a fait un dessin animé de 35 minutes sur le spectacle. Voilà. Donc il est diffusé pendant que tu joues la pièce ? Ouais. En fait, on le projette sur différents niveaux de tulle. Donc ça crée des profondeurs différentes. Et moi, je joue entre les premiers tulles et l'écran de fond. Donc des fois, c'est projeté sur moi aussi, enfin même la plupart du temps. Et on a essayé de créer en fait une espèce de spectacle bulle. Et puis j'ai écrit une bande son à partir des... Là aussi, je pense que j'ai fait un nouveau pas vers l'écriture avec cette partition, puisque à partir de motifs de la partition d'Adrienne Claustre, j'ai écrit une bande son, quoi, que j'ai appelée Les Variations de Greta, et qui est diffusée sur des enceintes, j'ai oublié le mot. Mais bref, ça entoure le public. Donc il y a quelque chose de très immersif. Et tu utilises quand même ton looper sur scène ? Alors là, non, tu vois, le looper, il n'est pas du tout sollicité. Mais par contre, ayant déjà travaillé, finalement, je pense qu'avec ces suites de bac que j'ai réécrites, enfin la première suite,
que j'ai réécrite, n'importe quoi. Enfin, voilà, le travail d'écriture que j'ai fait à partir de la suite numéro 1. Je pense que ça m'a mis un pied à l'étrier pour me dire, tiens, maintenant, si tu prends ce motif dans la partition d'Adrienne Close, qu'est-ce que tu imagines, etc. Voilà, donc ça, c'était plutôt une autre porte d'entrée dans l'écriture. Et encore une fois, le looper, c'était... c'est un moyen, quoi. Ce que je voulais te poser comme question, pour revenir sur le looper, oui. c'est que c'est quand même un objet à maîtriser. C'est-à-dire que, en fait, comme tu t'enregistres et que tu empiles, il faut quand même une conscience rythmique et une conscience d'intonation que moi je trouve incroyable. C'est admirable. C'est de savoir que tu crées ton propre rythme. Donc en fait, si tu fais des erreurs, après tu le payes, entre guillemets. Tu l'enregistres. Tu enregistres ton erreur. Donc en fait, comment j'imagine que ça a dû te prendre du temps pour maîtriser ça. Oui, alors en vrai, des heures de travail dans ma chambre. Hein. Parce que l'idée, moi, quand je monte sur scène avec mon looper, l'idée, c'est qu'on oublie le looper. Enfin, j'ai pas du tout envie de faire une démonstration de « Hey, regardez !» Voilà. Surtout quand je chante mes chansons, par exemple. Aucune envie que les gens voient un looper. J'ai envie vraiment qu'on l'oublie, que ce soit juste un moyen. Pour qu'on oublie, c'est comme la technique du violoncelle, quoi. Pour qu'on arrête de voir un violoncelliste tirer, pousser l'archet, faut qu'il soit très fort. Là, c'est pareil. Pour qu'on arrête de voir le looper, il faut que je le maîtrise le mieux possible, quoi. Alors effectivement, c'est une école d'humilité. L'apprentissage du violoncelle était déjà une très bonne école d'humilité, hein, c'est pas la question. Mais un petit peu plus, voilà. Donc le looper, c'est juste qu'on se rend compte, là où on peut se dire en pupitre d'orchestre, mon voisin joue un peu haut, ou oui, je sais pas, est-ce que c'est vraiment moi ? Là, c'est sûr, c'est moi. Donc, en fait, vu que c'est toi qui as enregistré la première voix, si ça va pas avec la deuxième, c'est de ta faute, quoi. Donc, comme ça c'est réglé. Et après, l'autre truc, qui est aussi important, effectivement, c'est le rythme. Alors après, le looper, il y a un truc, une pédale de tap tempo, mais que j'utilise pas. Où en fait, on peut avoir un métronome dans les oreilles. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas du tout d'aborder le looper comme ça. Donc, effectivement, je le fais sans préalable, en fait. Ouais. Donc le tempo, soit il est à l'intérieur, soit c'est foiré. Donc voilà. Mais super école, en fait. Et ça aussi, d'ailleurs, je trouve que c'est un outil pédagogique génial. Alors pour l'instant, je m'en suis... Si, en ce moment, je travaille avec une de mes élèves sur le looper. Elle a un projet... oui, j'ai une élève qui est en cursus musique actuelle aussi, à Gennevilliers. Et donc, du coup, je lui apprends à s'en servir. Ça y est, je pense que je suis arrivée là à un niveau de gestion du looper qui me permet de pouvoir aider quelqu'un qui commencerait. Donc ça, c'est chouette. C'est un outil pédagogique, c'est un outil qui peut développer aussi de la création, de la créativité, en tout cas, c'est sûr. Après, je déteste l'idée de monter sur scène pour faire une démo de capacité en looping. Enfin, je trouve que c'est pas... Ou en tout cas, ça, c'est plus... Pour moi, c'est plus de l'artistique. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu explores très peu des vraies possibilités du looping. Alors en fait, aujourd'hui surtout, les pédales de looper, il y en a des beaucoup plus simples que celle que j'utilise, qui est la RC 300, je crois, de Boss. Il y en a des plus simples, il y en a des beaucoup plus complexes aussi. Il y en a où on peut rajouter des effets sur le son, de la reverb, etc. Il y en a aussi qui s'utilisent avec les doigts. Donc, en fait, la technique, elle est 100 fois, 1000 fois supérieure à ce que moi j'utilise pour l'instant. Mais en réalité, moi, ce que ça me permet de faire, j'ai pas besoin de beaucoup plus, quoi. Là, je pense par exemple à un clarinettiste, Émilien Verret, qui est vraiment pareil, qui a une formation classique. Et qui a une utilisation du looping mais incroyable. Enfin, vraiment, il a un niveau de spécialisation sur le sujet que je n'ai pas du tout. Par exemple, enfin voilà. Et il s'en sert aussi pour avoir comme ça, c'est de la médiation culturelle en fait, beaucoup. Ça nous permet, c'est un vrai outil de médiation sur le répertoire classique, ça c'est sûr. Et comme tu utilises aussi beaucoup ta voix, est-ce que
c'est quelque chose que tu as découvert, que tu t'es découvert, entre guillemets, en explorant ton violoncelle et ce que tu voulais faire avec, ou est-ce que tu chantais avant de manière classique? Enfin, comment c'est sorti cette voix? J'ai toujours eu un pied un peu dans les musiques actuelles. Et j'avais un projet notamment qui s'est développé sur plusieurs années, qui s'appelait « Nous qui avions perdu le monde ». Un projet où il y avait des chœurs, très souvent. Donc j'étais au violoncelle et je chantais en même temps. Voilà, donc déjà ça a été une première approche de jouer et chanter. J'ai jamais chanté tout court, hein. Enfin, c'est très relié à mon violoncelle. D'accord. Par contre là, ces dernières années, en me mettant un peu à composer, juste pour mon violoncelle, il y a eu la bande-son là, de Greta Garbo. Et puis en fait, moi, par contre, j'ai toujours écrit des textes, bon, je ne sais pas très bien, voilà, qui sont toujours restés dans le placard et qui resteront, évidemment. Mais ça, j'ai une relation avec les mots et j'aime énormément le langage et la précision des mots. C'est quelque chose qui me passionne, vraiment. Et la poésie aussi. Donc ça, voilà, je pense que c'est plutôt ça que j'avais besoin de faire grandir. J'ai mis du temps dans le sens où je pense que j'ai travaillé 3 ou 4 ans seule dans ma chambre avec la chambre à soie de Virginia Woolf, justement, cette fameuse chambre où on peut s'isoler avec ses pensées. Et j'ai essayé de mettre en poésie des sensations, des pensées. Je me suis rendu compte que la langue parlée n'est pas du tout la même que la langue chantée. On ne peut pas utiliser les mêmes mots quand on parle que quand on chante, en tout cas surtout avec la langue française. Et donc j'ai sorti un premier EP il y a bientôt 1 an, avec 5 de ces chansons. Mais c'était un chemin, c'est marrant parce que je me suis défait de beaucoup de choses en fait en écrivant ces chansons. Notamment, je me suis défait de mon rapport au violoncelle qui a toujours été quand même un rapport de performance, plus ou moins. Enfin, je veux dire, on est formé, on joue des répertoires extrêmement exigeants, extrêmement pointus, avec des styles différents, des époques différentes. Enfin, je veux dire, on est formé à quelque chose de, en fait, qui est très difficile. Enfin, et là, je me suis retrouvée à faire 3 pizzas, 3 accords égrenés sur mon violoncelle comme ça, et avec une mélodie que je chantais. Et je me suis dit, tiens, c'est bien ça aussi. Enfin, en fait, on peut dire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Et je crois que ça m'a fait vachement de bien de me rendre compte de ça. Parce que je pense que, en réalité, la virtuosité n'a jamais été mon fort, je crois. N'a jamais été, en tout cas, une façon... Non, n'a jamais été mon fort, soyons honnêtes. C'est pas quelque chose où j'ai la sensation de m'exprimer. J'ai la sensation, dans la prouesse instrumentale, il y a quelque chose de très jouissif, hein, bien sûr, voilà, d'aller... Mais je sais pas, c'est pas l'endroit que j'ai envie de développer, en fait, sur mon instrument. Bien sûr, c'est chouette de savoir le faire. Évidemment, c'est important de savoir le faire. Et puis, du coup, ça permet de reconnaître aussi, certainement, quand on connaît la difficulté, ça nous permet sans doute de reconnaître la simplicité aussi. Donc, encore une fois, je suis très reconnaissante de savoir le faire, mais c'est pas là où je suis très bonne, quoi. C'est pas là où je vais être parlante, je pense. Moi, j'ai besoin que les choses parlent. En fait, j'ai besoin que les gens qui montent sur scène nous apportent quelque chose qui fasse qu'on ressort différent, quoi. Quand on ressort de la salle, de l'expérience du concert, on soit un tout petit peu transformé. Et c'est important d'avoir je pense que c'est important d'avoir des choses à dire. Et de trouver la manière dont on va les dire. Et finalement, c'est drôle parce que ces chansons, c'est peut-être un endroit où... C'est peut-être l'endroit où j'ai réuni un certain nombre de choses comme ça, où je me sens en train de m'exprimer, en fait. Mais mon rapport au violoncelle n'a aucun... Enfin, pas aucun, c'est pas vrai, mais très éloigné de la performance dans laquelle je me suis formée, quoi. Alors par contre, j'utilise le looper, donc la performance, elle est ailleurs, en fait. La performance, elle est dans l'exigence, j'ai envie de dire, plutôt que la performance, d'ailleurs. L'exigence, elle est dans
ça, en fait, dans le fait de pouvoir gérer une polyphonie en direct, de chanter une partie, d'en jouer une autre, d'empiler des chœurs et en empilant des voix de violoncelle. Enfin, je trouve ça virtuose en soi, hein, ça. non, mais en fait, oui. Parce que chanter avec son violoncelle, c'est extrêmement difficile. Souvent, on essaye de faire travailler les élèves pour qu'ils puissent chanter et faire le lien. C'est très, très dur. Oui. Et cette histoire de rythmique et de justesse aussi, c'est avec soi-même. C'est sûr, c'est un... Et en fait, je pense que si j'y arrive finalement, c'est parce que j'ai travaillé beaucoup d'heures, mais c'est aussi parce que derrière, il y a une formation très solide, évidemment. Et en plus, on peut rajouter aussi que tu improvises autour de ce que tu crées, qui est peut-être à partir de musique écrite, mais il y a une forme d'improvisation, et ça aussi, c'est une compétence qui n'est pas du tout classique, que tu as développée et maîtrisée. Alors ça, c'est marrant parce que l'improvisation, c'est antérieur à tout le reste, peut-être. En fait, moi, je me rappelle, je suis née dans une famille de musiciens. Mon père, il est organiste. Et à l'orgue, il y a une vraie tradition de l'improvisation, dont je pense que mon père a été un fervent défenseur, vraiment. Et il a enregistré des disques entiers d'improvisation. Et moi, je pense que quand j'allais écouter ses concerts, je pense que la partie que je préférais, c'était les improvisations. Puis bon, une improvisation à l'orgue, dans une immense église, il y a quelque chose d'un peu hyper impressionnant, quoi. Et puis lui, il y allait. Enfin, il aimait impressionner. Donc je pense que voilà, il y avait quelque chose à cet endroit très formateur. Donc plutôt en tant qu'auditrice. Et puis, il se trouve que dans la maison familiale, je me suis mise à improviser avec mon père, en fait. Et alors, il y avait parfois mes frères et sœurs qui sont tous musiciens aussi, qui passaient. Et puis, bon, on improvisait à 3, 4. Et puis... Mais bon, les souvenirs vraiment marquants, c'est avec mon papa, qui était au piano dans ces cas-là. Et j'improvisais. Et en fait, c'était génial parce que j'avais un endroit... c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que j'avais vachement de mal à appréhender l'instrument dans sa logique, dans sa mathématique. En fait, avec l'improvisation, c'était génial. J'avais pas besoin de savoir jouer du violoncelle. Je pouvais faire ce que je voulais, c'était trop cool. Mais d'ailleurs, je me rappelle, en fait, c'était tout de suite parce que quand j'ai eu mon premier violoncelle, je me rappelle très bien, j'avais 7 ans. J'étais trop fière. Je l'ai sorti de sa housse, je l'ai posé dans le salon, je me suis assise avec et j'ai fait un orage. Et j'étais trop contente de faire un orage avec mon archet et mes cordes. Mais je pense, voilà, je tenais mon archet comme ça, je ne sais pas ce que j'ai fait en fait. En plus, après, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou énorme dans les clisses en bas et qu'en fait, il fallait le rendre parce qu'en fait, ce violoncelle, je ne sais pas pourquoi on nous l'avait filé à la location, mais il n'était pas en forme du tout. Donc, mais j'avais même pas eu le temps de m'en rendre compte en fait. J'avais sorti le violoncelle et j'avais fait un orage et c'était trop... Et c'était vraiment un souvenir... C'est pas toi qui as fait le trou avec... Alors... Non, je t'assure, normalement, là, je pouvais pas y aller avec l'archet. mais tu vois, j'avais un rapport, je pense, en fait, narratif, quoi. J'avais envie de narration. Et c'était... En fait, je crois que c'était long d'apprendre à savoir jouer de mon violoncelle, parce que c'est très long de pouvoir raconter quelque chose avec un tel instrument tellement difficile à apprendre. Enfin, je veux décourager personne, parce qu'en plus, j'encourage tout le monde toute la semaine pendant mes cours. Mais je veux dire, c'est pour pouvoir dire quelque chose avec un instrument à cordes, avec un instrument en général, c'est des années et des années d'apprentissage. Et je pense que j'étais pressée, en fait. Il y avait une impatience énorme. Donc, j'ai mis du temps à accepter d'apprendre à tirer l'archet droit. Non, mais vraiment, c'était parce que j'avais trop de choses à dire, soi-disant, pour avoir le temps d'apprendre à tirer l'archet droit. Mais en fait, non. Enfin, c'était une immaturité de ma part, vraiment. Mais bon, j'ai de la chance d'avoir rencontré des profs qui ont eu cette patience de me faire comprendre l'intérêt, en fait, de savoir jouer du violoncelle. Et je leur en suis très reconnaissante parce que je pense que j'étais pas forcément... Je sais pas si c'était si facile que ça de me donner cours. Après coup, je sais pas. J'avais beaucoup d'attentes, en tout cas.
Et tu sembles dire aussi que tes professeurs t'ont accompagné aussi à nourrir ce besoin de raconter, comme Oui, avec la sonate oui. de Poulenc. Oui, quand même. Non, mais je pense que... Oui, non, mais j'ai été très bien accompagnée. Mais en tous les cas, en fait, c'est ça, c'est ce truc de l'improvisation aussi qui a toujours été là, en fait. Ça a fait aussi que j'avais toujours besoin de prendre des chemins de traverse. Et donc, finalement, je pense que j'étais une élève assez exigeante parce que mon prof me suffisait pas, quoi, quelque part. Donc l'improvisation, en fait, je me rappelle, quand j'étais au lycée, j'avais un groupe de rock et j'étais trop contente. Et pareil, ce groupe de rock, j'improvisais, mais je me sentais 10 fois meilleure sur mon violoncelle. Mais en fait, c'est même pas que j'étais meilleure, c'est juste que par exemple, les démanchés, qu'on a tellement d'appréhension à faire quand c'est des grands sauts comme ça dans l'univers là, mais quand c'était de l'impro, j'y arrivais toujours. Parce qu'en fait, je savais ce que j'avais envie. Ça chantait à l'intérieur, donc je savais où ma main gauche allait et je me trompais pas. En fait, en impro, on ne se trompe pas de notes puisque on est en train de faire la musique. Et ça, j'avais remarqué quand même. J'avais 15-16 ans. Je me disais, attends, mais là, quand t'improvises, tu loupes jamais tes démanchés quand t'improvises. Et par contre, quand t'es là avec ton concerto de Shostakovich que tu prépares pour le CNSM, punaise, tu travailles 1000 fois ton geste pour y arriver. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et donc, je pense que j'avais un... Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est réuni un peu tout ça. Donc, c'est une période beaucoup plus... on dirait que je suis comme ça, mais je veux dire, là, je pense que c'est une période... J'ai fait des ponts entre tout ça. Mais à l'époque, je ne faisais pas les ponts entre tout ça, et mes profs non plus. Je veux dire, je ne vais pas demander à mes profs de savoir improviser, et puis c'est pas ça que j'allais chercher chez eux en plus. Mais à l'époque, je pense que ça s'entrechoquait. Donc il y avait soit j'improvise et voilà, soit... Enfin, tout était un peu à l'intérieur de moi compartimenté, quoi. Et le CNSM, quand je suis rentrée au CNSM de Paris, je me rappelle très bien, j'étais à la fois très heureuse, très soulagée, et en même temps hyper craintive de la spécialisation, en fait. Ça me faisait très très peur de me dire, mais là, maintenant, il n'y a plus que le violoncelle. Oh là là! Bon, en fait, c'était vachement bien, parce que je veux dire, je suis arrivée au CNSM, j'avais 1000 choses à apprendre encore sur la question du violoncelle. Et c'est très important que j'ai pris ce temps-là. Oui, tout d'un coup, je me suis dit, où vont être les chemins de traverse? Bon, je suis descendue d'ailleurs au département de jazz et j'ai fait un ciné-concert en impro avec plein de musiciens de jazz. En fait, c'est ça, j'ai quand même j'ai toujours trouvé mes chemins de traverse. Mais c'est vrai que le CNSM m'apparaissait comme la grande école de laquelle je ne vais pas pouvoir m'échapper. Je sais pas, il y avait un truc comme ça un peu qui me faisait un peu peur, oui, carrément. Bon, ça va, aujourd'hui, je suis très heureuse de l'avoir fait, cette école. Si je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure en comparant les démanchés dans Concerto Shostakovich et tes improvisations, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis pas seulement que c'est l'impro qui te permet de réussir tes démanchés, tu dis que c'est parce que tu as la musique dans ta tête. Ouais. Et est-ce que c'est une des passerelles que tu as pu faire, c'est ce chant intérieur, de s'approprier tellement une musique et de l'entendre que tu réussis... Oui. Ouais. Bah oui, complètement. Bah c'est ça, en fait, le niveau de connaissance d'une partition... j'ai l'impression que c'est quasiment arrivé à avoir l'impression qu'on l'a composé soi-même. Même si, voilà, je pense que j'aurais jamais composé le concerto de Schumann, quoi. C'est pas la question. C'est juste... non, mais c'est juste se dire, avoir un niveau de compréhension de l'œuvre, un niveau de... Et donc de chant intérieur. En fait, moi, ce que j'aime pas dans l'idée du chant intérieur... c'est plus complexe que ça, quoi. C'est pas juste je chante la mélodie et c'est bon. Ben non, parce que comment tu la chantes, la mélodie? C'est important, ça, quand même. Comment on chante la mélodie? Donc c'est plus complexe que juste ça chante à l'intérieur de moi. Mais c'est comment je me suis appropriée. Et puis il y a quand même toujours la question de la polyphonie. Le violoncelle, c'est un instrument monodique. On ne peut pas jouer une mélodie bien si on n'entend pas à l'intérieur l'accompagnement du piano ou l'accompagnement de l'orchestre. Notre mélodie, elle n'a rien sur quoi se reposer. Donc, elle ne peut pas être comprise, en fait. Donc non, il ne suffit pas de chanter. Mais
En tout cas, je pense que oui. En tout cas, je pense que l'improvisation m'a permis de faire un lien entre intérieur et extérieur, quoi. Et la gestuelle, je pense la gestuelle de l'instrumentiste, elle doit être musicale, elle doit être nourrie effectivement de la compréhension de l'œuvre. C'est pas de la mécanique. Ce n'est pas que de la mécanique. Voilà, mais bon, comment dire, je pense que j'aurais toujours plus peur de rater un démanché dans le répertoire. Enfin, je sais pas, c'est pas la même chose, c'est une musique qui est extérieure à moi. Même si on passe des heures à se l'approprier. Après, je dis ça à mon niveau à moi, c'est-à-dire que je suis pas du tout... je veux dire, je fais pas du tout une grande carrière avec les concertos pour violoncelle, ni en musique de chambre, etc. Donc, je pense qu'il y a des gens qui diraient tout autre chose là-dessus. Et qui certainement sont à un niveau d'appropriation bien plus grand, évidemment. Quand tu parles de niveau d'appropriation, est-ce que du coup tu as l'impression qu'en réécrivant les suites de Bach avec le looper, tu te les réappropries d'une certaine manière? Oui, je me les réapproprie dans le sens où déjà je comprends ce que je suis en train de jouer, mais bon, après c'est un chemin qui est, pour moi, c'est juste être sur le chemin. Je pense que jamais je vais te dire que c'est bon, je me suis approprié les suites de Bach. Non, jamais. Enfin, je me les approprierai jamais. C'est juste que j'ai l'impression d'avancer. C'est plutôt ça. C'est plutôt un outil pour avancer. C'est un peu la relation que j'ai avec tout ce monde du répertoire. C'est comment avancer dans la compréhension de ces partitions. De là à me dire que c'est bon, j'y suis arrivée, non, ça n'y arrivera jamais, je pense. Mais c'est très important que ça n'arrive jamais. Pour moi et pour les auditeurs. Merci beaucoup, Amandine. C'était très très inspirant de t'écouter, une belle leçon d'humilité pour tout le monde aussi, de voir la manière dont tu perçois le violoncelle et comment tu as réussi à le transformer pour que ça corresponde à ta singularité. Donc merci et bravo. Merci beaucoup. Et puis je te souhaite une bonne continuation avec tous tes projets que tu vas créer. Ouais, merci, je te remercie beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir pour cet échange. Et puis quant à vous, si vous avez des questions, des commentaires sur les projets d'Amandine, le looper, l'improvisation, tout ça, n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. Amandine et moi serons ravis de vous répondre. Salut à tous!